Bonjour Gérard. Bonjour. Alors, on va aborder aujourd'hui un sujet pas évident, puisqu'effectivement, tu vas t'exprimer en tant qu'ancien prêtre, victime justement d'un prêtre. Souvent, sur ma chaîne, on a l'occasion de parler de victimes, mais plutôt de victimes qui sont effectivement des victimes de prêtres pédocriminels, et parfois, du coup, on ignore que les prêtres eux-mêmes peuvent avoir, je dirais, leur propre souffrance, leur propre vécu. Ce qui est lié, je dirais de nouveau aussi, peut-être par la difficulté de prendre la parole et par l'omerta justement de l'Église, qui fait que les victimes, quelles qu'elles soient, finalement, se taisent. Alors pour ce qui te concerne en fait, Gérard, et on aura l'occasion de développer ça à l'occasion de notre échange, tu as été de fait victime d'abus sexuels de la part de Jean Rochel, qui était supérieur du séminaire de Lyon, dépendant de l'association des prêtres du Prado, qui est effectivement un institut séculier de droit pontifical. Alors tu as été formé au séminaire pour le diocèse de Nancy de 1979 à 1984. Et puis tu as été ordonné prêtre donc pour le diocèse de Nancy en 1984. Et en 1998, donc des années après, tu prends conscience de ta relation d'emprise, m'as-tu dit, de viol physique et moral avec ce supérieur qui est décédé en 2012, c'est-à-dire un moment où tu as 56 ans. Et en 1998, donc, tu me parlais en fait de ce départ violent, euh, parce qu'effectivement, tu as vécu quelque part un effondrement psychique en ayant conscience justement de cette violence qui t'a impacté. Et en 2012, tu demandes la dispense de tes obligations sacerdotales. Et Oui. même, j'ai lu, tu demandes la nullité de ton ordination. Euh, alors, si on veut C'est- commencer par le début, peut-être, parce qu'effectivement, hmm. tu parles d'emprise et tu parles en fait également, et ça c'est important pour moi, tu parles en fait de Jean Rochel comme quelqu'un avec lequel tu as vécu, dis-tu, un inceste, en parlant de lui comme étant trois fois ton père adoptif, c'est-à-dire le remplaçant de ton père géniteur, donc une figure Hmm. symbolique de ton père. Tu parles également de lui comme un père spirituel et confesseur. Et troisièmement, d'un représentant de Dieu le Père. Alors commençons par le début, parce que peut-être qu'effectivement l'emprise s'exprime ou s'explique par le début, c'est-à-dire par rapport à ton enfance. Pourquoi a-t-il été pour toi un père adoptif? Alors, dans le processus qui a fait que je suis rentré au séminaire du Prado, dans le processus de l'époque, habituel de l'époque, euh, les prêtres du séminaire venaient dans les diocèses voir la personne qui leur demandait d'être accueillie au séminaire, de telle façon, disait-il, qu'ils puissent comprendre d'où ils venaient, d'un point de vue humain, et puis d'un point de vue ecclésial, rencontrer un certain nombre de personnes avec qui il était lié, etc. C'était mon cas, puisque j'étais assez engagé dans un mouvement d'action catholique de jeunes. Et donc, pour comprendre un petit peu le milieu duquel le jeune venait, et moi en l'occurrence. Voilà. Donc, Jean Rochel et un de ses collègues sont venus dans ma famille. Maman était malade, elle souffrait, elle a beaucoup souffert. J'avais une maman déficiente qui souffrait comment on appelle ça, euh, euh, je sais plus, enfin bref, de troubles assez importants. Et puis, et mon papa, ben, il faisait ce qu'il pouvait. Il était paysan, il faisait ce qu'il pouvait. Et quand ils sont venus me voir, ils ont bien compris qu'il y avait des difficultés dans la famille, quoi. Hein. Normalement, j'avais fait des études agricoles, j'aurais dû reprendre la ferme. Et puis voilà que je m'en vais. Donc, et quand Jean Rochel est venu chez mes parents, mon père a pleuré, il l'a reçu, hein, il l'a reçu, on était voir les vaches et tout. Hein, mais moi j'ai souvent comparé ça à un maquignon qui vient acheter son petit veau, quoi.
C'était lequel allait mettre le plus grand prix pour garder enfin, garder enfin, je veux pas dire le bestiau, mais enfin, garder voilà. Donc, et en fait, c'est Jean Rochelle qui l'a emporté, puisque je suis parti. Mhm. Voilà. Et donc, mon père a beaucoup pleuré, je me souviens. Et puis, bon, il pouvait pas lutter, ah, donc il a laissé faire. Voilà. Donc c'est pour ça que, euh, oui, d'entrée de jeu, Jean savait à qui il avait affaire. Et Et, il connaissait très bien mon contexte familial. Donc ouais. voilà, hein. Et tu Alors, avais quel c'est âge pour en ça. fait? Moi, Tu avais quel âge quand tu es parti? j'avais 24 ans. Ouais. Oui, 24 ans. Voilà. Et tu étais dans quel état d'esprit en fait quand tu es parti? C'était Ben, une façon pour j'étais, toi de te sauver de ton milieu familial? C'était Oui, oui, en partie, en partie. Alors bon, après, c'était aussi sublimé parce que je participais à des mouvements d'action catholique et que j'étais assez militant et que il y avait un prêtre, justement, le prêtre qui animait nos réunions, c'était un prêtre du Prado, justement. C'est comme ça, à partir de là que je suis parti au Prado, parce qu'il m'a dit, bah, ah, tiens, est-ce que tu serais pas bien comme prêtre? Ben, voilà, j'ai dit, bah oui, pourquoi pas, parce que j'avais la foi, j'étais un jeune généreux, quoi. Et donc, je suis parti dans ce cadre-là, mais je portais une souffrance que personne ne connaissait. Et cette souffrance, elle était que quand j'étais gamin, j'avais déjà vécu des abus sexuels dans le cadre du village avec des adolescents. Moi, j'étais tout petit et j'ai culpabilisé de ça énormément. Je me croyais responsable de ce que j'avais pu vivre, de ce qu'on avait pu vivre avec ces gamins. Et ça, comment, ça a perturbé toute mon adolescence, du coup, parce que j'ai pas pu avoir une vie affective et sexuelle, entre guillemets, normale, parce que je m'en sentais pas digne, on va dire. Voilà. Donc, pourquoi Jean Rochelle était le représentant de mon père humain? C'est bien parce qu'il a connu mon père. Moi, avec mon père, j'ai eu quand même, bon, comme beaucoup, hein, des conflits de génération, on va dire, hein, euh, et, en fait, moi, j'étais d'un tempérament plutôt doux, plutôt spirituel, plutôt rêveur. Mon père était plutôt quelqu'un qui avait les pieds sur enfin, la tête sur les épaules et voilà, qui menait son affaire d'homme, de chef d'exploitation, je veux dire. Et, comme je portais en moi cette difficulté liée donc au premier abus sexuel que j'avais vécu quand j'étais gamin, j'avais un secret que je ne disais pas et qui en fait me, me distanciait de lui. Mais ça, il savait pas, lui, il savait pas de quoi il s'agissait, quoi. Voilà. Et donc, euh, et donc voilà, c'est dans ce contexte-là que je suis parti. Voilà. Alors moi, je me disais, ben, je pars parce que j'ai la foi, je veux être prêtre, oui, je suis généreux, Jésus-Christ, etc. Mhm. Bon, mais aujourd'hui, je comprends bien que le soubassement humain était quand même hyper fragile, quoi. Voilà. Mhm. Hein. Et donc, pour lui, pour Jean Rochelle, ça n'a pas été du tout compliqué de devenir le substitut de mon père humain. Voilà. Quand je suis arrivé au Prado, j'avais donc 24 ans. J'étais un jeune rural, avec, j'avais le bac, j'avais déjà fait quelques études, mais bon, avec quand même pas mal de fragilité. Je connaissais pas trop la vie, hein, voilà, j'étais comme beaucoup de jeunes, hein, on croit qu'on sait tout, mais en fait, on sait rien. Et, euh, voilà, donc, euh, quand je suis arrivé au séminaire, donc, il connaissait mon contexte familial et il percevait bien que ça n'allait pas trop dans ma tête. Pourquoi? C'est parce que j'étais assez, j'étais pas linéaire dans mon comportement. Des fois j'avais des grands moments de tristesse et puis des fois un petit peu plus d'exubérance. J'étais pas régulier. Et il m'avait dit d'aller voir un père spirituel ou plusieurs fois. Bon, il m'avait conseillé d'aller voir des prêtres.
Bon, ok, moi c'était nouveau, hein, j'étais pas, je n'avais pas trop. Bon, je connaissais l'Action catholique, mais j'étais pas un pilier d'église, hein, donc je connaissais pas moi tous les rouages de l'église, je connaissais pas tout ça. Donc pour moi aller voir des vieux curés, leur parler de ma vie, c'était pour moi ça- c'était un peu compliqué. Hmm. Donc et en particulier de ma vie affective et sexuelle. Là, alors vraiment, je pouvais pas. Voilà. Alors lui, il le voyait bien. À un moment donné, il m'a dit, bah alors, ça se passe bien avec les pères, là? Non, non, ça va pas. Bah, il me dit, bah si tu veux, tu peux me parler. Premier abus, parce que en fait, en tant que supérieur, il ne devait pas rentrer dans mon fort interne. Alors, bah moi j'ai dit oui parce que en fait c'était sympa pour moi puisqu'il était venu chez moi, il me connaissait, il y avait une relation assez proche, assez D'accord. affective. Bon bah je dis ah bah oui c'est bien, je vais pouvoir parler à Jean Rochelle puis parler au supérieur, c'est quand même pas rien, hein, c'est valorisant quand on est jeune hein, comme ça. Donc bah, j'ai dit oui d'accord. Là j'ai pas posé de difficulté parce que moi j'étais complètement naïf et Bah oui. je voyais pas le mal, hein. Hmm. Alors je lui ai raconté donc l'abus sexuel que j'avais vécu quand j'étais gamin et toutes les questions que j'avais dans la tête, de culpabilité entre autres. Et il m'a fait parler de ça pendant X fois, ce qui fait que on avait une relation qui devenait de plus en plus personnelle, hein, voilà. Et puis un beau jour, dans la cour du Prado, il vient me voir. Et il me dit, tiens Gérard, viens voir, j'ai quelque chose à te dire. Ah bon, bah, je dis d'accord. Il me dit, ben écoute, voilà, ça fait déjà quelques semaines, quelques mois que tu me parles un petit peu de toutes tes difficultés là. Je vois que vraiment c'est compliqué pour toi, tu le portes avec difficulté, enfin ça te fait souffrir. Eh bien écoute, j'ai réfléchi, et puis je te propose, j'ai réfléchi, et puis je pense qu'il faudrait que tu fasses une thérapie. Bon, ben ok. Attends, je vais couper parce que tu fais une thérapie. Euh, alors, la thérapie, ça consiste à recommencer ce que tu as vécu. Voilà comment ça a commencé. Hmm. Il faut recommencer ce que tu as vécu parce qu'en fait, tu étais traumatisé, tu étais nu, tu faisais jouir des plus grands que toi, etc. Tu étais un petit peu le petit garçon qui donnait du plaisir aux grands, etc. Ça t'a traumatisé. Il faut recommencer. Bon, comment ça, il faut recommencer? Bah, il dit c'est simple, faut refaire les scènes. Et ben c'est quand même un peu compliqué de trouver un thérapeute, m'a-t-il dit, hein. Alors, écoute, si tu vois pas d'inconvénient, je te propose de faire ça avec moi. Oh, ah bon? Alors là, c'est vrai que j'ai marqué un temps d'arrêt, un gros temps d'arrêt. Je n'ai vraiment pas dit oui tout de suite, hein. J'ai mis du temps. Je réfléchissais, je disais, mais ouais, mais lui, il doit savoir, parce que c'est Jean Rochelle, c'est le supérieur du séminaire. Hmm. Pourquoi je me méfie? Pourquoi? J'ai rien à craindre. Mais malgré tout, hein, c'est quand même une démarche hein, de se foutre à poil devant quelqu'un. Alors, bon, je n'avais jamais fait, j'avais pas été au service militaire en plus, tout ça, donc bon. Voilà. Et puis l'année qui a suivi, là, ça devait être, tu vois, l'automne d'une reprise d'année scolaire, quoi. Hein. On a passé l'hiver où j'ai discuté avec lui et tous les ans en février, on faisait une retraite de tout le séminaire. Voilà. On faisait une retraite fermée chez des sœurs. La retraite s'est passée et à la fin de la retraite, le dimanche après-midi, tout le monde partait, prenait sa bagnole et puis hop, partait. Et lui, il me dit, bah, Gérard, tu restes avec moi. Et puis, écoute, je sens que tu hésites, que t'as pas, tu hésites, tu n'oses pas me dire oui, ben on va faire. Parce que maintenant, ça suffit, on va faire. Ah bon, je ne peux pas dire non. Donc, bah, j'ai dit oui, forcément.
Alors il m'a emmené dans sa chambre et puis il s'est déshabillé, puis moi aussi, et puis voilà. Après il y a eu un face-à-face et la consigne c'était mettre des mots sur les mots. Tu me parles, tu me dis ce que tu vois, qu'est-ce que tu ressens, voilà. Bon, bah, ok. Première fois n'a pas duré très longtemps. Il me dit, bah, tu vois, voilà, hein, c'est pas si compliqué que ça, tout va bien, voilà, c'est entre nous. Et puis, alors, après, il m'a dit, bon, bah, alors après, qu'est-ce que tu as fait? Bah, tu l'es touché, oui, bah, il faut que tu me touches, ouais. Et progressivement, bah, j'étais amené, en fait, à le caresser, etc. Et il se laissait faire. Il n'y avait pas de réciprocité, il se laissait faire. Et donc, bon, bah, forcément, ça crée un lien hyper particulier, quoi. Tu Hmm. auras besoin. Et puis, un an a passé, à peu près comme ça. Et puis après, on arrivait à l'année diaconale. J'étais donc à ma troisième année que j'étais là. Bon, c'était là que ça s'est passé. La quatrième année, c'était l'année diaconale. Et euh, à la fin de la troisième et avant la quatrième année, qui était l'année où je m'engageais au diaconat, il y avait des vacances. Alors il me dit, bah, ah bah si tu veux, bah, viens avec moi en vacances, je t'invite chez mes parents, mon frère, machin. Je connaissais un peu son papa, ou je sais plus, enfin bref. Et donc, ok, bon, bah, moi oui, d'accord, hein. C'était en plus en milieu rural, dans la Manche, dans un milieu paysan, moi ça me plaisait bien. Alors ok. Et on s'arrête dans un hôtel aux environs de, je sais plus trop où, d'Orléans, par là, on s'arrête dans un hôtel. Même chambre, même lit, on se déshabille, on se caresse, éjaculation. Ah, là c'était plus pareil. C'est moi qui ai joui le premier et j'ai tout de suite compris bah, qu'il en avait envie. Donc du coup, ben, voilà, j'ai fait ce qu'il fallait pour que lui aussi puisse jouir. Et de là, on démarrait en fait des premières relations sexuelles abouties, on va dire. Ouais. Mais là, il m'a tout. Et là, et dès cet instant-là, dès ces moments-là, il m'a tout de suite dit, attends, alors moi je posais des questions, je dis, bah alors on est homo. Bah, forcément, vu ce qu'on vit. Ah non, 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 on n'est pas homo. Ah non, non, non. Et il a soutenu ça jusqu'au bout. Et ça m'a tenu jusqu'à 56 ans. Tu vois, donc il l'a bien mis là-haut, hein. Ouais. Il m'a dit, ah non, on n'est pas homo. C'est des relations d'abord thérapeutiques, et puis entre hommes. C'est pas du tout pareil. Ah bon. Ben, c'était lui qui me le disait. Alors, bon, moi, quelque part, ça me rassurait parce que j'avais tellement peur d'être homo que je me disais, bon, il me dit que si on n'est pas homo, bah, c'est bien, je n'est pas homo, quoi. Mais c'est des relations entre hommes, thérapeutiques, oui, un peu particulières, mais bon, ça se fait, il n'y a rien d'anormal à ça. Très bien, voilà. Mais quelque part, en fait, Gérard, tu ressentais quand même une certaine confusion par rapport à ce que tu vivais avec lui. Peut-être aussi, du coup, en lien avec ce que tu avais vécu enfant, parce que je pense qu'effectivement, enfant, on peut vivre un traumatisme et que de fait, on est dans une certaine confusion qui peut se répéter si on tombe sur quelqu'un Oui, oui, de nuisible. bah oui. Voilà comment, petit à petit, l'emprise s'est constituée. C'est-à-dire que alors, ben, en dehors de ça, il faisait ses cours, il supervisait le séminaire, machin, etc. Donc, il était le père spirituel, il était le représentant de Dieu puisqu'il était le supérieur du séminaire, il avait mission pour ça. Et puis, il était le substitut de mon père parce que, comme je l'ai expliqué, il y avait une carence dans la famille et que ben, lui, en plus, il était fils de paysan, tout ça, donc ça collait bien, quoi. Tout collait, hein. C'était Hmm. impeccable. C'était impeccable. C'est Voilà. rassurant. Donc, voilà comment petit à petit, avec lui, l'emprise s'est faite. Et donc, bah, j'ai été ordonné donc au diaconat en 1983. La veille, on couchait ensemble, pas de souci, comme si de rien n'était. Bon, bah, moi, j'étais sécurisé parce que c'était lui. Ouais. Bah, on peut pas douter d'un quelqu'un qui te sauve. C'est ton sauveur. Tu doutes pas de ton sauveur. Bon, moi, je doutais pas. C'était Jean Rochelle. Il était tellement pour moi, mes yeux déifiés. Je le voyais tellement comme un être spirituel parfait.
Oui, mais ça veut dire aussi, Gérard, quelque part, que tu étais effectivement déjà, entre guillemets, sous emprise bien avant Ben oui, de le oui, oui. rencontrer, et que quelque part, la sortie de l'emprise, elle coïncide à son décès en 2012. C'est là, quelque part, qu'il y a un choc et que tu peux Non, peut-être, non, non, du fait qu'il... non, Non? non, non. Son décès en 2012. Moi, j'ai quitté la prêtrise en 1997. Ouais, Lui, il est mort en 2012. ouais. Et entre le moment où j'ai quitté et son décès, on ne s'est pas revus. Hein. Non, moi, ce qui a fait que des choses se sont décantées en moi, c'est que quand je suis revenu, donc j'ai été ordonné, tout ça. Bon. Et après, j'ai quitté le lieu Prado pour revenir dans Mhm. mon diocèse. Donc, du coup, lui, je le voyais plus. Puis après, il était nommé à Rome. Il était faire des trucs là-bas, ouvrir un séminaire là-bas. Bon, on s'est encore revus quand même après, hein. Et il m'avait toujours dit, tu tiens le secret. En revanche, je ne t'abandonnerai jamais. Et donc, n'aie pas peur. Tu peux partir à Nancy. C'est pas la fin du monde, c'est pas le bout du monde. On va se revoir. Bon. Et de fait, on s'est revus. Puis on s'écrivait. Voilà, un moment. Mais là, j'étais prêtre. Et c'est quand même un peu compliqué pour moi. Et comment dire, et j'étais pas très bien dans ma peau. Parce que quand même, je me posais des questions. Voilà. Et puis je sentais en moi des pulsions quand je voyais des garçons, des hommes, tout ça. Voilà, bon. Et à un moment donné, quelqu'un, parce que j'animais des trucs de jeunes, comme tous les jeunes prêtres, tout ça, et il y avait quelqu'un dans l'assemblée qui avait senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez moi. Et il m'a dit, ben, nous, on est formés, mon mari et moi, on est formés au conseil conjugal, viens avec nous dans nos réunions. Je suis allé avec eux, avec elle et son mari et d'autres personnes. Donc voilà. Et là, il y a eu comme une brèche qui s'est ouverte, quoi. C'est-à-dire que je me disais, il y a quelque chose qui colle pas dans ma vie, il y a quelque chose qui colle pas dans ma vie, voilà. Donc j'ai fait cette formation de conseil conjugal, je suis allé à des sessions, tout ça. Et à un moment donné, j'ai rencontré, enfin, obligatoirement, on croise des psychanalystes qui, qui, euh, qui animent des réunions de groupe. Voilà. Et moi, je passe quelques détails, mais ce gars-là, il a bien vu que ça n'allait pas. Et il m'a dit, Monsieur Olivier, ou Père Olivier, il m'appelait, Père Olivier, quand vous allez rentrer dans votre diocèse, prenez un papier, un crayon, voilà un numéro de téléphone, vous allez voir mon collègue, pas d'urgence, mais allez voir mon collègue de ma part. Voilà. Parce que j'aimerais bien quand même que vous avanciez un petit peu dans votre maturité. Voilà. Bon, d'accord, j'ai dit, bon, ben, s'ils insistent, je vais y aller, parce que je voulais faire la formation, aller jusqu'au bout, tout ça, il fallait que je passe par là. Alors, je dis, ben ouais, ben, je vais y aller, d'accord. Et quand je suis arrivé chez le psychanalyste, c'était un lacanien, il m'a mis sur son divan, ben, allez-y, racontez, qu'est-ce que vous avez à dire? Voilà, ben, j'ai raconté ma vie. Bon, ben, on la raconte comme je la raconte ici, on passe beaucoup d'années en peu de temps, hein. Donc, tout, des séances, des séances, des séances. Alors, et en 2, 3, 4 séances, je passe de mon enfance au séminaire et au Prado. Et voilà. Et là, sur le divan, je raconte ce que j'ai vécu, ce que je viens d'expliquer là tout de suite, avec Jean Rochelle. Et sur le Ouais. divan, bing, j'ai dit, waouh, le salaud, il a recommencé. Alors, bon, le psychanalyste, il se taisait. Mais oui, j'ai dit, mais oui, parce que j'ai fait un petit calcul dans ma tête. J'ai dit, à l'époque, quand je lui ai parlé, il avait l'âge que moi j'ai aujourd'hui, aux environs de 40 ans, 42, 43 ans. Euh, et si un jeune venait me voir aujourd'hui et me raconter ses difficultés d'enfance, j'irais pas me foutre à poil avec lui. Et qu'il n'avait pas à faire ça. Voilà. C'était tout simple le raisonnement. Hein, j'avais pas... Et donc là, j'ai compris qu'en fait, il a abusé de ma naïveté, de ma difficulté, de ma fragilité, tout ce qu'on veut dire. Hmm. Il n'avait pas le droit de faire ça. Et donc, en psychanalyse, là, sur le moment, je réalise que il a recommencé à me faire rejouer des abus. De nouveau, il a abusé de moi. Et immédiatement, alors bon, la séance s'est terminée là-dessus. Je suis, je suis allé payer le psychanalyste. Je me vois encore faire le truc. Je lui amène l'argent. C'était en argent frais.
je le paye et je lui pose la question. Je lui dis, mais est-ce que vous m'avez cru ce que je viens de vous raconter? Et lui me dit, alors on n'était plus en psychanalyse, hein, on n'était plus en séance, hein. Et il me répond, bah, monsieur Olivier, j'ai pas à vous répondre, hein. On n'est plus en séance, et puis de toute façon, c'est pas à moi de prendre position, c'est à vous. Ouais, Oui, mais j'ai dit, mais pour moi, c'est important. ouais, Est-ce que vous m'avez cru? ouais, Et il me dit, oui. ouais. Ah bon, très bien. J'ai dit, ok, merci. Ça a été essentiel, ça, pour toi, Gérard. Parce Ah que oui, quelque ah, part, tu te disais, est-ce que je suis fou? voilà, Est-ce est-ce que que je c'est suis moi qui fou? invente? Ou bien est-ce qu'au Voilà, contraire, voilà, effectivement, ce que j'ai vécu, j'ai vraiment vécu. voilà. Donc là, il a objectivé, il m'a dit, Ouais, oui, oui, votre histoire est tout à fait crédible, je vous crois. ouais. D'accord, j'ai dit, ok. Je suis sorti, j'ai dit, maintenant, je suis plus curé. C'est là que ça a été décisif. Tu Sur t'es dit, sur le trottoir, j'ai dit, terminé, c'est fini. ouais, On était fin novembre de l'année 1997. Voilà, et là, j'ai pris la décision de partir. Alors après, j'ai constitué une petite équipe autour de moi, on a un peu discuté. Mes sœurs, on approchait de Noël, mes sœurs, on voyait que j'en allais pas bien, elles sont venues me voir, j'ai expliqué de quoi il s'agissait. Et une de mes sœurs a fondu en larmes en me disant, bah moi, pendant ton ordination, j'ai pleuré tout le temps parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et ben voilà, tu viens de nous dire ce qui n'allait pas, c'est qu'en fait, tu étais abusé par ce salaud de curé qui abusait de toi. Voilà, moi, j'y croyais pas. Elle me disait, je ne sentais pas ce bonhomme. Bon, mais elle le disait pas, elle a pas. bien sûr. Donc, et en 98, je suis parti. J'ai quitté la prêtrise en accord avec l'évêque et j'ai retrouvé un job, heureusement, et je suis parti. Mais quand j'ai rencontré l'évêque, je lui ai dit voilà, père évêque, je veux partir parce que j'ai plus rien à foutre là. Ah bon, mais il me dit bah pourquoi, qu'est-ce qui t'arrive? Ben voilà, je raconte mon histoire. Je lui ai dit vous me croyez vous? Oui, oui, il me dit je te crois. Mais tu vas écrire un petit mémoire. À l'époque, on n'avait pas d'ordi, c'était avant l'année 2000. Hein. Tu vas écrire un petit mémoire. De toute façon, tu as le temps, puisque maintenant tes activités diminuent. Tu vas écrire un petit mémoire complet, en expliquant bien de quoi il s'agit. Et on va l'envoyer à l'évêque du diocèse duquel ce Jean Rochelle est originaire, c'est-à-dire dans la Manche. Je vais envoyer ce dossier dans la Manche. L'évêque rencontrera ce prêtre, et puis après on verra. Bon, bah ok, j'ai écrit tout ça, bon, le dossier est parti, et au bout de quelques jours, il m'appelle, il me dit, bah viens voir, j'ai une nouvelle, j'ai une réponse. Le prêtre nie tout. Bon, alors moi je tire un peu la gueule parce que je me disais, bah, il va pas me croire, alors du coup, je dis, vous me croyez pas? Alors si, si, qui me dit, si, si, je te crois, mais ne t'inquiète pas, on va refaire une, une tentative. Mais là, tu vas reprendre un petit peu ton texte, tu vas être encore plus précis. Il fallait quasiment que je parle des heures, des jours, des choses extrêmement précises, des lieux, voire même presque de son corps. Il fallait que vraiment je cible le truc très fort. Bon, ce que j'ai fait, il a renvoyé donc au diocèse de là-bas et il a reconvoqué le prêtre, l'évêque et tout ça. Et là, il a dit, ouais, 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 enfin, oui, il y avait un petit peu des choses, oui, c'est passé des petites choses. Ouais, c'est pas méchant. Voilà. Hmm. De toute façon, il était consentant. De toute façon, il était consentant. Hein, je l'ai pas violé, il était consentant. Hmm. Alors, Classique. et donc du coup, c'était déjà mieux que de nier pour moi. Hein, je dis, bon, Ouais. ben voilà. Et donc l'évêque me dit, bah oui, maintenant j'en ai bien la certitude, tu as bien été abusé par lui. Bon, il a, il a minimisé les faits, mais ça c'est normal, ils font tous comme ça. Voilà, bon. Et alors à ce moment-là, il me dit, bah, on va demander à Rome de te réduire, on appelait ça réduire à l'état laïque. C'est sympa comme expression. Ouais. Euh, Tu vas être réduit à l'état laïque. Ouais. Ah non, moi je dis, moi je veux pas ça. Moi je veux pas être réduit à l'état laïque, je m'en fous. Moi de toute façon maintenant j'y suis laïque hein, dans ma tête. Mais ce que je veux, c'est que je veux être désordonné, un petit peu dans la même cas de figure que les nullités de mariage. Je veux qu'on reconnaisse nulle cette ordination. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si c'est moi qui l'ai voulu être prêtre ou si c'est lui qui l'a voulu pour moi. J'ai Hmm. un énorme doute et ce doute, je l'ai jusqu'à maintenant. Et il y a Maintenant. l'emprise, oui.
hein. Voilà, parce qu'en fait, puisqu'on couchait ensemble avant d'être ordonnés, machin, de toute façon, à partir du moment où on a commencé à se déshabiller, je pouvais plus reculer, je pouvais plus dire non, je l'aurais mis en porte-à-faux, j'étais coincé, de toute façon. Donc Mhm. j'ai dit, ben, je sais pas, à mon avis, je suis pas complètement libre, j'étais pas complètement libre quand j'ai dit oui. Donc je demande la nullité d'ordination. Alors il m'a dit, bah, de toute façon, tu l'auras pas, parce que ça n'existe pas. Il paraît que si, mais enfin, bon, lui, il m'a dit, de toute façon, tu l'auras pas. Mais on va demander quand même. Donc j'ai été reçu par un prêtre de l'officialité du diocèse d'Épinal, parce qu'ils avaient fusionné, un vieux prêtre qui me fait venir à Épinal, à l'évêché, monsieur Olivier, bon, bah, racontez votre histoire, je raconte. Il me dit, ah ben quand même, hein, quand je vous entends, c'est quand même différent que ce qui est marqué sur le papier, hein. Oui, oui, il me dit, oui, oui, là j'ai pas de doute, je vous crois. Et j'envoie le dossier. Voilà. Mhm. Il envoie le dossier qui est revenu négatif en disant, voilà, nous avons relu les lettres d'ordination de cet homme, il n'est pas reconnu fou, hein, il n'était pas débile mental, merci. Et donc, il devait être consentant, donc pas de nullité. Donc, Ouais. à ce moment-là, ça devait être dans les années 2000 à peu près, euh, ben, on vous réduit à l'état laïque. Bon, ben voilà, donc ben voilà, un bout de Mhm. papier, un bout de papier écrit en latin, j'avais rien compris du tout. Euh, mais que le prêtre m'a lu, celui qui m'a reçu m'a lu, et j'ai dit, bah, vous êtes une bande de connards, j'ai plus rien à foutre avec vous, vous êtes tous une bande de salauds, je me casse, quoi. Et puis je vous emmerde, voilà. Et j'ai écrit à l'évêque en lui disant, maintenant, puisqu'on veut pas me reconnaître, on veut pas me désordonner, eh ben, moi, je vais me faire débaptiser. Pour dire que j'étais en colère, hein. Mhm. J'étais en D'accord. colère. J'étais en colère, bah, parce que je me suis dit, mais cette église, c'est une salope. Voilà. On me jette comme ça, on me reconnaît pas, c'est pas possible. Voilà. Mhm. Voilà, donc vraiment j'étais très en colère et j'ai écrit au nouvel évêque, hein, entre-temps il y a un nouvel évêque qui est arrivé, qui était bien gentil d'ailleurs, voilà, et je lui ai écrit une lettre incendiaire en lui disant je veux plus rien entendre de vous, vous êtes tous des pourris. Mhm. Pendant ce temps-là, ce que je vais dire est important, pendant ce temps-là, à partir du moment où j'ai quitté en mars, 1er avril 1998, plus une nouvelle, plus un mot du Prado. Terminé, nada. Là, je comprenais rien. Parce que j'avais été vachement engagé, tout ça, j'avais fait des tas de trucs. Plus aucune nouvelle. Je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas, c'est des salauds. Eux aussi, c'est des salauds, puisque. Voilà. Et donc, je m'étais engueulé avec l'évêque, tout ça. Puis après, je l'avais revu et il me dit, ben, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Le nouvel évêque, il ne me connaissait pas plus, mais il avait lu mon dossier. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh ben, je lui dis, écoutez, ce que vous pouvez faire pour moi, c'est quand même de téléphoner au Prado et leur dire à ces braves mecs-là, que je comprends rien. Ok, je suis plus prêtre, je suis plus dans le ministère de prêtre, mais pourquoi tout le monde me fait la gueule? Je comprends pas. Alors il l'a fait, il a appelé le Prado et il me dit, bah écoute, les prêtres du Prado sont d'accord pour te rencontrer, pas de problème. Tu peux aller à Lyon, tel jour, telle heure, vas-y. Je me souviens à l'époque, c'est mon père qui m'a descendu en bagnole parce qu'il m'a dit te laisser descendre tout seul, tu vas être crevé, tu vas avoir un accident, je te descends. Il m'a descendu, il m'a attendu à la porte. J'ai été reçu par 5 prêtres du Prado que je connaissais, puisque c'était pas si loin dans le temps, hein, et dont le supérieur du Prado de France, s'appelle Michel, et 4 autres prêtres dont je connais encore les noms. Et les mecs ils me disent ben bonjour, content de te revoir, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, vous vous foutez de moi ou quoi? Pourquoi vous me demandez ce qui m'arrive? Ben parce qu'on ne sait pas. Je dis, comment ça, vous ne savez pas? J'ai écrit un dossier que le supérieur a reçu. Je sais qu'il l'a reçu. C'est donc, ce supérieur, c'est un Espagnol qui s'appelle Antonio Bravo. Il l'a reçu. Alors ne me dites pas que vous ne savez pas. Ah non, 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 je te jure, on ne sait rien. Et là, j'ai compris que ce supérieur, duquel dépendait le séminaire directement,
hiérarchiquement, hein, le supérieur du séminaire ne dépendait pas du Prado de France, mais du Prado international, et que Antonio Bravo avait tout simplement enfilé mon dossier et n'avait rien dit à personne. Voilà. Donc les prêtres du Prado ne risquaient pas de me contacter. Ils avaient dit, bah il est parti, c'est sa liberté, on va pas l'emmerder, Hmm. on le laisse tranquille, quoi. Voilà. Hmm. Alors là, j'ai compris ça. J'ai dit, ah bon, ben, c'était déjà bien de lever cette, cette ambiguïté, quoi. Et bon, ben, quand même, les prêtres du Prado, j'étais un peu rassuré. Je me disais, ben voilà, ils me jettent pas, quoi. Enfin, ça va, enfin, ils comprennent quand même. Mais eux, ils ont été sidérés, hein. On était complètement sidérés. C'est vrai que le fameux Michel, le supérieur de l'époque, il a failli tomber dans les pommes, hein. Lui, il est devenu blême. Lui, le ciel lui tombait sous la tête, hein. Franchement, il s'attendait pas du tout à ce que je raconte cette histoire-là. Mais ils m'ont cru. Mais, mais après, il s'est rien passé. Après, ben voilà, ben oui, mon pauvre Gérard, oui, voilà. Puis de toute façon, c'est pas nous, c'est Antonio Bravo, c'est comme ça, hein. Sauf ce fameux Michel, il est toujours resté en lien avec moi quand même. C'est un brave homme. Et il m'a toujours dit, mais d'accord, mais tu es toujours prêtre. Et moi, je lui disais, oui, je suis prêtre, mais ça veut dire quoi? Puisque de fait, j'ai pas de ministère, de fait, oui, mais aux yeux de Dieu, tu es un enfant béni, machin, tu es un prêtre, machin. Bon, bah, je dis, écoute, tu me fais du bien de me dire ça, mais en même temps, je vois pas à quoi ça correspond. Mais enfin, bon. Parce que je lui disais bien que pour moi, je savais plus qui j'étais. Est-ce que j'avais été ordonné prêtre ou pas? Et c'était quand même important, puisque c'était quand même l'enjeu de ma vie, quoi. Est-ce que Hmm. l'enjeu de ma vie était une tromperie ou est-ce que l'enjeu de ma vie était quelque chose de sérieux? Mais bon, pas de réponse. Enfin, voilà. Donc ça Ouais. montre là je vous raconte tout ça parce que ça montre la complexité et l'enchevêtrement de l'enchevêtrement des comment dire des protagonistes, enfin des personnes et des institutions en présence, l'enchevêtrement, ce qui fait que moi d'abord par rapport à Jean Rochel, je ne savais plus si c'était lui qui avait fait pour moi, moi qui avais fait pour lui, ou qui était quoi, parce qu'il y avait un tel méli-mélo dans nos personnalités que parce que moi j'adorais Jean Rochel. Et quand je dis adorais, c'est-à-dire que j'en avais fait un dieu. C'était certainement pas tout à fait, c'était pas réciproque de sa part. Mais moi, Hmm. pour moi, c'était un dieu. Je l'avais déifié. Oui, mais ce que je veux dire aussi dans ton parcours, Gérard, c'est que quelque part, les prises de conscience sont successives et que une fois que les prises de conscience se fait, il faut de fait qu'il y ait une réparation qui puisse se mettre en place pour que quelque part tu puisses Oui, te construire. Et donc oui, ça a eu lieu effectivement, tu l'as expliqué oui, tout à l'heure, notamment via la psychanalyse oui, où le thérapeute a dit mais oui, je vous crois, donc vous n'êtes pas fou, c'est quand même une première étape, je dirais, où tu es mis, je dirais, dans une relation où tu n'es pas coupable, mais tu es effectivement victime, donc c'est important par rapport évidemment à l'abuseur. Et je dirais qu'il y a peut-être aussi un autre aspect parmi d'autres qui était important aussi pour toi pour prendre conscience et te réparer, objectiver, je dirais, l'abus, ça a été aussi l'écriture. oui, 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 parce que j'ai écrit effectivement, hein. Ouais, Heureusement, je me suis beaucoup écrit. ouais. Et j'ai aussi écrit, alors après 2002, comme j'avais repris contact avec un petit peu avec le Prado, j'ai tenté à 2 ou 3 reprises entre 2002 et 2022. À 2 ou 3 reprises, j'ai tenté par différentes opportunités que j'avais de rentrer en contact avec les supérieurs du Prado général, ce qu'on appelle le Prado général, le Prado international. Parce que, bon, Antonio Brado, il est parti, bon, tout ça. Puis après, il y a eu des successeurs. Et une fois ou l'autre, je passais par là, et puis je demandais des nouvelles, et puis j'essayais. J'ai rencontré deux de ses successeurs. Et chaque fois, j'étais entendu, gentiment, mais terminé, il se passait plus rien. Alors des fois, je me disais, je reprenais espoir, je me disais, ben, mais quand même, le Prado, c'est quand même un groupe de prêtres, de bons prêtres, c'est quand même des braves gens, c'est quand même, je peux pas douter d'eux, je peux pas, voilà, c'est pas parce que j'ai vécu quelque chose de mal là-dedans que le Prado est mal. Donc voilà, j'essayais, il fallait que je me persuade que
même si j'avais été trompé, que l'institut en lui-même n'était pas trompeur. Et Mhm. puis, à d'autres moments, je perdais patience parce que je me disais, mais punaise, ça n'avance pas, quoi. Ils sont bien gentils, ces gars-là, mais je comprenais bien que ils m'écoutaient, puis hop, ils remettaient tout comment dire, ils renfermaient tout dans le dossier, puis que ça n'avançait pas. Voilà. Donc voilà, donc entre-temps, oui, j'écrivais des trucs, je sais pas, je pourrais peut-être les retrouver, mais des fois j'ai écrit des choses sympas, puis des fois j'écrivais un petit peu mon impatience, quoi. Donc, mais malgré tout, le Prado était lettre morte, enfin vraiment, en tant qu'institution, lettre morte jusqu'en 2020, parce qu'en 2019, il y a eu la SIAZ qui a Ouais, commencé qui est apparue. ouais. Alors moi, évidemment, dès que j'ai entendu que la SIAZ existait, bah, très rapidement, hein, dans l'été, là, tout de suite, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé au numéro. On m'a bien reçu. Elle m'a dit, oui, oui, monsieur, vous êtes victime, d'accord, vous êtes d'accord. Est-ce que vous voulez être entendu? Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous auditionne? Ah bah oui, je dis, moi j'attends que ça. J'avais besoin de dire et de nouveau qu'on me réaffirme que j'étais bien victime, quoi. Voilà. Donc la SIAZ a pris bien au sérieux toute ma demande, a envoyé une jeune femme enquêtrice qui venait de l'INSERM, qui a pris 3 heures à peu près pour m'écouter sur Nancy. On a pris un rendez-vous, on prenait des notes, tout. Elle connaissait rien à l'église, mais c'était bien, c'était sympa parce que comme ça, elle posait des questions très rigoureuses et puis c'était bien. Ça elle m'amenait à m'expliquer. Et puis voilà. Et donc, j'ai dit quand même, la SIAZ me prend au sérieux. Ouf. Voilà. Et puis 2020 est passé. J'ai eu quelques contacts avec eux en leur disant alors mon dossier, enfin, vous avez bien reçu tout ça. Oui, oui, on a bien reçu, vous inquiétez pas. Et puis 2021, la SIAZ sort son, son rapport final là, en Mhm. disant voilà l'état des lieux. Voilà. Ouais. Moi, je regarde à la télé, je regarde Monsieur Sauvé là. Pour moi, c'est un sauveur. Je regarde monsieur, enfin voilà, je regarde ça, et à un moment donné, il parle d'adultes vulnérables. Ah ben je dis ok, eh ben c'est moi. Ouais. Je suis dedans. Voilà, c'est moi Ouais. parce que j'avais 24 ans quand je suis Ouais. arrivé, donc j'étais plus un gamin, mais j'étais comme un Mhm. jeune homme. Je connaissais rien de la vie. Ouais, c'est ça. Et donc, il cite les adultes vulnérables, eh ben je suis dedans. Ah voilà, j'ai dit, écoute, enfin, je me suis dit, mais voilà, pour moi c'est un cadeau, une récompense, un Mhm. aboutissement. Voilà, je me reconnais à travers le rapport de la SIAZ, je suis une des nombreuses victimes, voilà, que la SIAZ a entendues et dénonce, et merci, merci, merci. C'est ça. Et d'ailleurs, ils ont été sympas parce qu'ils m'ont envoyé les bouquins, euh, les, les, comment, les, les préconisations, là, puis les témoignages, ils me les ont envoyés en me remerciant avec un petit beau signature de Monsieur Sauvé. Merci pour votre collaboration, etc., etc. Ok, voilà, très bien. Donc, au moins ça. C'est ça. Mais c'est aussi que du coup, tu te Ça, dis c'était vraiment très important. l'emprise, ce n'est pas juste quelque chose d'objectif par rapport effectivement à des personnes mineures, mais on peut effectivement être sous emprise, même si de Oui, oui, fait bien sûr. on est majeur. Bah, Et je que peut-être dis, aussi que dans le cas de ta propre expérience, tu peux peut-être te dire qu'a posteriori que quelque part la SIAZ a été aussi un élément déclencheur ah bah oui, pour que l'association des prêtres du Prado, pour le coup, reconnaisse aussi ah bah oui, sa propre responsabilité. eh Parce que oui. sans la SIAZ, est-ce que le Prado aurait reconnu Non, effectivement non, de la même façon non, non, je suis persuadé que non. Mais là, quand j'ai entendu Jean-Marc Sauvé nommer les adultes vulnérables, je me suis dit là, enfin, pas c'est gagné, mais là, voilà, on m'a compris. Parce qu'en fait, j'avais quand même toujours cette question, bah oui, mais j'étais pas un mineur. Bah non, j'étais pas un mineur, j'avais 24 ans. Mais j'étais ouais, dans ma tête, j'étais encore un gamin. Mais bon, bah ça, les années chronologiques, les années ouais, calendrier n'étaient pas à ma faveur. Et je me oui, suis dit peut-être que le Prado, il doit se dire, de toute façon, il était consentant parce que il avait qu'à dire non, hein, s'il avait pas envie de dire oui, puis c'est tout. Mais c'est pas si Mhm. simple que ça, hein, Non, voilà. je Bah, sais, je l'ai ça expliqué là. j'imagine. Mais Oui, ouais, je vous l'ai expliqué, mais voilà, moi j'avais un doute. Je me suis dit, mais jamais ils me reconnaîtront parce qu'en fait, j'étais pas mineur. Et là, la science dit les adultes vulnérables. Ah ben j'ai dit voilà, ok, ouais, merci.
vous parlez pour moi, Ouais, vous authentifiez en fait mon témoignage, voilà. Alors après quoi, après ça, j'avais retrouvé un de mes copains du Prado, un prêtre du Prado, qui habite pas très loin de chez moi. Il est venu me voir, on avait sympathisé. Il m'avait raconté aussi des choses de sa vie qui n'étaient pas facile. Et puis un beau jour, il me dit, bah écoute, si tu veux, viens avec moi. Bon, il y a eu des changements de, de, de responsables, ça a bougé. Il me dit, écoute, viens avec moi, je t'amène un jour, je t'amène au Prado. C'était au printemps 2021, il y a un an, un petit peu plus. Voilà, je te fais rencontrer le nouveau responsable du Prado de France. Tu verras. Mais je le connaissais puisque je l'avais connu quand il était jeune. Bon, tu verras, ça a changé, c'est pas mal, c'est chouette. Bon, d'accord, on y va. Et, et donc, bon, voilà, l'accueil se fait bien au Prado, comme si j'avais toujours été là. C'était étonnant d'ailleurs. Euh, et puis, voilà. Et on va au lit. Enfin, j'étais dans ma piole, j'étais en train de bouquiner. Puis il frappe à ma porte. Il me dit, ah, Gérard, j'ai une bonne nouvelle. Ah bon? Je dis, qu'est-ce qui t'arrive? Il me dit, bah écoute, je viens d'aller dans ma voiture, j'avais oublié quelque chose, et voilà pas que sur le parking du Prado, je viens de rencontrer l'adjoint du supérieur général. Il s'appelle Luc, c'est un gars formidable, je lui ai parlé de toi, je lui ai dit que tu étais là, et il veut te voir demain. Ah bah je dis, génial, si je vais voir comme ça, je vais m'adresser presque au bon Dieu, ça va être super. Le lendemain, j'ai été reçu par ce fameux Luc, qui est l'adjoint du supérieur général, du nouveau supérieur général qui est un prêtre italien. Il s'appelle Armando. Donc, il m'a reçu très gentiment et il m'a dit, Gérard, avant de commencer de t'écouter, je veux te dire que je reviens de Nancy avec Armando. On vient d'aller à Nancy, on était interpellé par la SIAZ qui nous a demandé de sortir un peu les dossiers, hein, de nous montrer des pièces dont tu as parlé. On revient de Nancy, on a vu ton évêque, il nous a montré aussi les dossiers, on te croit, il n'y a pas de problème, on te reconnaît victime. Jean Rochelle n'avait pas le droit de faire ça. Ce que tu dis est légitime. Voilà. Ah, bah, je dis, ouf, enfin, ça y est, ça bouge. Mais maintenant, tu peux me parler. Bah, alors, je lui ai raconté. D'accord. Il m'a dit, bon, bah, tout correspond, tout coïncide, pas de souci, on te croit. Et donc, on te reconnaît victime. Bah, il dit, oui, d'accord, on me reconnaissait victime, mais bien gentil, mais tu me le dis, mais après, comment ça va se passer? Ah bah je sais pas trop comment ça va se passer, mais c'est bon, on va trouver. Donc après ça, entre m- mai 2021 et maintenant, enfin, au cours de l'hiver 2021, là, on était encore avec le Covid, hein, c'était les années Covid, là, hein, ouais. et ben, on avait pris l'habitude de se parler en visio. Ils m'ont dit, bon, on va se parler en visio. On a eu à peu près 3 visios où je racontais la même histoire que ce que je viens de raconter là au nouveau supérieur général, Armando, qui ne me connaissait pas. Voilà. Voilà. On fait redéballer tout mon histoire. Tout, là, tout. Bon, très bien. Donc, il prenait des notes, tout ça. Et comme j'aime bien décrire, chaque fois après, moi, je leur envoyais un petit courrier en leur disant, voilà, moi, de cette réunion d'hier ou avant-hier, voilà ce que j'ai retenu. Tu vois. Et donc, j'ai fait avancer le bébé comme ça. Hmm. Et eux me répondaient, donc du coup, j'avais des pièces, un peu des pièces concrètes. Hein, ils me répondaient, oui, après ce que tu dis, tout ça, tout ça. Donc on a fait avancer le schmilblick. Et ils viennent me voir, et à un moment donné, Luc, il me dit, eh ben écoute Gérard, on vient te voir chez toi, dans mon domicile, avec Armando, euh, le 14 février 2022, jour de Saint-Valentin. Enfin, le 13 et le 14. Bon, ben ok. Euh, venez me voir. Bon, ce que j'ai pas dit là, mais je peux le dire maintenant, c'est que je suis maintenant marié avec un homme. Je suis Ouais, en couple. Je suis en couple avec Franck, ouais. parce qu'entre-temps, j'ai fait avancer la question de mon homosexualité, tout ça. Bon. Donc, ils sont venus me voir. Et puis, ben voilà, on était dans notre salon, chacun assis dans un canapé, un truc. J'ai raconté de nouveau. Mais là, on était en présentiel et c'est pas pareil. Bon, voilà, ils sont venus dans l'après-midi, un dimanche après-midi. On a commencé à se parler à, je sais pas, 3 heures, 3h30. À 6h30, on se lève hein, pour aller manger. Donc, elle veut préparer la soupe.
Je me lève, Luc descend le premier, et j'arrive à côté, où Armando arrive à côté de moi, et il me prend dans ses bras. Ah ouais, stupeur. Stupeur. Mais là, j'avais pas de mots, j'étais complètement sidéré. Là, j'ai dit, mais je rêve ou quoi? Mais il me prend dans ses bras, mais une étreinte, pas une étreinte conventionnelle, hein, pas un petit truc Une comme ça. reconnaissance. Mais il m'a vraiment très fortement serré dans ses bras, et, et puis rien, pas de mots, mais c'était vécu. Ah ouais, j'étais plus pareil, hein. Là, j'ai ressenti vraiment comme une reconnaissance, Ouais. un acte fraternel de dire ne t'inquiète pas, mon bonhomme, on est avec toi, On quoi. a Enfin, compris, quoi. ouais, on a compris, Mm. on va faire avancer, quoi. Et puis le lendemain, après, ils sont allés dormir dans un couvent là pas loin de chez nous. Et le lendemain, je les ai rejoints et après, on a plus parlé le lendemain, on a plus parlé de et après comment que ça peut se passer parce qu'on avait évoqué faire une petite cérémonie de reconnaissance, je sais pas quoi, enfin bon voilà. On a un peu parlé de ça et puis quand on s'est quitté, de nouveau, il m'a repris dans ses bras, il m'a serré très fort, il m'a dit merci pour tout ce que ton témoignage, il est très important pour nous. On voit bien toute l'authenticité de ce que tu racontes. On n'en est pas fier, mais en même temps, c'est ainsi, on admet qu'il y a eu une énorme faille à l'intérieur du Prado. Tu étais vraiment une victime caractérisée, quoi. Enfin, il y a pas, hein. Et et on va faire avancer ton dossier. On reconnaît. Je dis, bah alors moi, je voudrais quelque chose d'écrit. Parce que vous me le dites, là, je vous crois, vous êtes gentils tous les deux, mais si vous mourrez, qu'est-ce qui va rester de tout ça? Rien. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, là, une idée me vient. Je leur dis, ben écoutez voir. Je vous ai dit que dans mon histoire, j'étais vraiment pas parti parce que j'avais été draguer une femme ou un bonhomme, ce qui était dans l'air du temps. Enfin, tout le monde avait imaginé ça, que j'étais parti pour aller avec quelqu'un. Et vous avez bien compris que c'était pas du tout ça. D'ailleurs, quand j'ai Mm. quitté, j'étais pas avec quelqu'un. Et euh, mais Rome m'a renvoyé bouler par rapport à ma demande de nullité d'ordination. Et ben moi, ce que je vous propose, c'est que vous écriviez à Rome, c'est que vous écriviez à Rome pour leur dire que vous me reconnaissez victime. Comme ça, au moins, le dicaster là où qui a pris la décision de me dire non, on ne vous désordonne pas, mais on vous reconnaît, mais on vous rend votre état de laïque. Et ben au moins, ils sauront la vérité. Et moi, c'est important pour moi que Rome sache la vérité. Bon, Rome, c'est symbolique, hein, c'est le lieu quand même du pouvoir, c'est le lieu Ouais, du bien pape, sûr. du pouvoir, hein. Même si Mm. ça va pas au pape direct, mais je m'en fous. Mais c'est quand même un lieu de pouvoir. Et j'ai dit, voilà, pour moi, c'est important. Ah ben, ils m'ont dit, oui, ton idée est bonne, on va le faire. D'accord. Ah bon, ouais, très bien. Et puis après, bon, ça c'est en février 2022, là, il y a quelques mois. Puis après, plus rien. De nouveau silence. Bon, de temps en temps, je renvoie un petit coucou pour les rappeler un petit peu que j'existais. Et puis, il n'y a pas très longtemps, Luc, il me téléphone, il me dit, voilà Gérard, écoute, je suis allé à Rome pour des histoires, je sais pas quoi. J'ai rencontré quelqu'un dans les couloirs que je connaissais et qui m'a bien expliqué, j'ai parlé de ton cas et qui m'a bien expliqué à qui je devais m'adresser directement, la personne, la bonne personne et sous quelle forme et comment il faut que j'adresse mon courrier, etc. Donc je vais le faire. T'inquiète pas, ça avance, je vais le faire. Mais j'aurais besoin que tu me renvoies l'écrit que tu as fait tel jour en PDF, que je puisse reprendre Mm. des morceaux pour l'envoyer. Bon. Et il l'a fait, et il a envoyé ça à Rome. Et dans les mêmes moments, il y a eu le décès de François de Foucault, qui m'a beaucoup choqué. Euh, et alors, je me suis dit, mais voyons voir. C'est moi qui demande qu'ils écrivent à Rome. Ils prennent la décision d'écrire à Rome. Et ils envoient le courrier. Mais moi, ils ne me disent pas ce qu'il y a dans le courrier. Comme abus de... Enfin, comme fonctionnement, c'est quand même pas mal. On voit bien là aussi, hein, c'était juste en parallèle avec François de Foucault. Je dis, Loin de transparence, oui. on voit bien comment en fait l'Église fonctionne toujours de la même façon, même s'ils sont sympas, hein, c'est pas le problème, hein. Oui, oui, mais, oui. mais le fonctionnement il est toujours très vertical.
très enfin très patriarcal, très voilà, très vertical. Bah, ils ont envoyé le courrier, mais moi je suis pas au courant. Alors je lui ai envoyé un petit mot, je lui ai envoyé le truc des nouvelles par rapport au décès de François. Et puis je dis, j'en profite pour te dire que ça me choque, tout ça, ce qui vient de se passer, ce décès, puisque moi aussi j'ai pensé au suicide X fois tout au long de mon parcours. Je ne l'ai pas fait, mais c'est failli de peu des fois. Mais je te signale que tu me dis que vous avez envoyé la lettre à Rome, c'est bien gentil, mais moi là-dedans, j'existe pas. Vous me l'avez même pas montré. Mhm. Et sur ce courrier que je lui ai fait, je lui ai dit, écoute, il y a pour moi une devise qui est importante, que j'ai appris en action catholique, c'est que ce que je fais pour toi, si je le fais sans toi, je le fais contre toi. Alors, je ne dis pas que vous avez fait ça, c'est peut-être un petit peu abusif de vous dire ça, mais Au et moins moi alors? savoir les termes Et moi alors? Non, mais ben, les- ouais, ça montre bien ouais, ouais, toujours ce fonctionnement avec le silence, avec la non-clarté, tout ça, l'opacité de toutes ces décisions qui sont prises ouais. sans les personnes concernées. C'est ça Mais, pour ça que je vous dis mais ça. donc, en fait, j'ai envie de dire, Gérard, indépendamment de l'utilité pour toi de la psychanalyse pour mettre des mots sur ton vécu, cette prise de conscience, c'est vrai qu'en termes de réparation, c'était important justement Ah oui, 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 oui. que le Prado, effectivement, ait une Bah, parole claire, moi, institutionnelle, pour oui, reconnaître effectivement le fait que tu étais victime et le fait que au sein du Prado, effectivement, il y avait à tout le moins, au moins un prédateur, mais tu me disais aussi qu'un autre aspect important, c'était peut-être que oui, alors, ils puissent prendre conscience du déni en leur sein de la sexualité des prêtres, qui est un ah oui, aspect extrêmement important et qui effectivement reste caché pour montrer que c'est pas simplement une histoire personnelle, je dirais. Euh, Atypique, oui, oui. mais que c'est quelque chose de Alors, peut-être de structurel. Alors, ce que m'ont dit les prêtres du Prado, donc Luc et Armando, m'ont dit que d'une part, ils ont aussi créé une commission d'experts indépendants de leur petit cercle fermé, qui enquête actuellement auprès d'anciens séminaristes et d'autres personnes pour savoir si j'étais le seul cas ou pas. Hmm. Donc ça, je sais pas le résultat là-dessus. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a quand même quelques prêtres qui ont été autour du séminaire, qui ont été inquiétés pour des questions d'abus, de, d'intrusion dans les personnalités et puis d'abus sexuels pour l'un d'eux, qui n'étaient pas directement liés à moi, mais qui, voilà, donc il y avait quand même une ambiance fausse, enfin une ambiance abusive à l'intérieur du séminaire, ça ils m'ont bien confirmé. Voilà. Et alors, bon, moi je considère, à partir du moment, bon, ils sont venus à la maison, on a discuté, ils ont écrit la lettre à Rome, ils m'ont montré cette lettre, ils se mouillent dans cette lettre en disant que oui, effectivement, bon, moi je considère que la reconnaissance, elle est acquise. Bon, voilà, pour moi c'est bon, je veux pas en faire. Euh, mais je me disais, ben, puisqu'ils me reconnaissent, peut-être que ils vont trouver un moyen de me réintégrer. Je ne demandais pas qu'ils me réordonnent, hein, évidemment, mais de me réintégrer. J'avais trouvé comme biais, comme terrain possible que, puisque j'avais été longtemps quand même prêtre du Prado, j'avais fait mon engagement perpétuel, tout ça, un peu comme des religieux, je m'étais dit, ben, en fait, peut-être que la réparation, et je la sentais bien comme ça, que la réparation, ce serait peut-être qu'ils m'invitent en fait à un certain nombre de leurs travaux actuels, hein, concernant la gestion des prêtres, enfin la gestion humaine des prêtres, euh, qui m'invitent à certains des travaux, et en particulier pour qu'on puisse parler de la sexualité. Parce que je sais par différentes antennes que la sexualité à l'intérieur du Prado reste toujours tabou. Voilà, parce que, et il m'a dit, Luc, quand il est venu là en février, on en a un petit peu parlé, et il m'a redit, oui, mais le célibat, c'est quand même un don de Dieu, c'est un don de Dieu, c'est, voilà, ouais.
il continue à avoir le même discours que Rome, hein, en disant que les prêtres célibataires, en fait, ils donnent leur vie et ils sont heureux. Je dis non, non, c'est pas vrai. Enfin, il y en a peut-être quelques-uns, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y en a une majorité qui vit leur vie sexuelle en dehors, de façon, donc du coup, ces gars-là, ils ont une double vie et ils ont une vie de prêtre qui est dégueulasse parce qu'en fait, ils vivent une double vie, ils sont obligés de se cacher et ils rendent tout le monde malheureux, eux, et puis leur conjoint ou leur conjointe. Et donc, moi, j'ai des choses à vous dire par rapport à ça. J'ai des choses à vous dire. Je pensais que la réparation, ce serait qu'ils acceptent en fait de collaborer avec moi ou de me faire entrer un petit peu dans leur travail, puisque en fait, je suis un ancien prêtre, je sais un petit peu comment ça marche la boutique, pour en parler. Mais j'ai pas l'impression que ça va fonctionner comme ça. Ils me reconnaissent, oui, mais après, de là à refaire des ponts pour que je puisse un petit peu retravailler avec eux, Oui, je, mais je n'y crois pas tu te rends beaucoup. bien compte, évidemment, quelque Oui, part, ça va évidemment à l'encontre de la doctrine officielle de oui, l'Église, qui est évidemment séculaire, qui ne remet pas évidemment en question bah la oui, manière mais dont le prêtre doit de fait vivre son célibat et être un exemple, justement, j'ai envie de dire un exemple un petit peu comme, comme un ange qui serait hmm, asexué, alors qu'en fait, la sexualité, de fait, elle se vit et elle peut éventuellement se vivre dans l'Église, en tant que prêtre, tant qu'elle est effectivement cachée. Un homosexuel, évidemment, dès qu'il se déclare en tant que prêtre, il est rapidement réduit à l'état laïque. On l'a vu notamment en Italie hmm, avec un certain prêtre. Et on sait par ailleurs qu'effectivement, de manière cachée, beaucoup de prêtres vivent une oui, vie, oui. je dirais, en tant qu'homosexuel. Et tu disais toi-même, quelque part dans ta propre histoire, que cette homosexualité que tu ressentais, tu n'avais pas pu la vivre. Et quelque part, tu t'imaginais peut-être la vivre facilement, même si c'était caché, au sein du séminaire, c'est-à-dire entre hommes, comme beaucoup effectivement de prêtres ordonnés qui vivent leur homosexualité. De façon cachée. C'est un milieu propice, je dirais. Ah bah oui, Et évidemment. Sodoma, le livre Sodoma a bien montré Ah bah oui, effectivement que évidemment. l'homosexualité était quelque chose d'extrêmement Moi, prégnant je suis un dans très mauvais l'Église. élève. Je suis un très mauvais élève parce que, d'une part, je suis parti, je dénonce un abus sexuel et je me reconnais à 56 ans homosexuel. Et Ouais. aujourd'hui, je suis marié. Oui. D'ailleurs, entre guillemets, ce mariage s'est passé dans une église. Mais enfin, bon, c'est un autre sujet. Euh, voilà. Non, mais je suis un très mauvais élève parce qu'en plus, je suis une personne homosexuelle et mariée. Donc là, il y a plus de doute que je reviendrai pas en arrière, que je ne vais pas revivre le célibat. Hein. Hmm. D'accord. Donc du coup, il m'aime bien en tant que personne comme ça, mais institutionnellement, effectivement, mon cas, il est désespéré parce que si encore j'étais resté, si encore j'étais resté célibataire, en admettant que je sois célibataire, bon, peut-être, mais là, non, un homme marié avec un homme, alors là, non, c'est le diable. Ouais. Hein, Tu es grillé. donc Tu je es suis grillé. grillé. Ouais. Bon, mais après tout, aujourd'hui, je m'en fiche un peu. Je suis un peu désolé pour les prêtres du Prado parce que je pense que mon expérience, parce que je suis resté croyant, je suis pas loin de Jésus-Christ, je suis resté très profondément croyant. Et donc, je me disais que mon expérience, euh, comment dire, cette souffrance que j'ai vécue aujourd'hui, elle est en train de se commuer, en fait, voilà, de se transformer presque je ne vais pas dire en bénéfice, mais en une autre vision de la vie et de la foi. Et donc, je me disais, je pourrais peut-être leur apporter quelque chose. Ouais. Mais je crois pas. Je crois pas que ça puisse se faire. Je crois pas. Bon, mais c'est pas grave, hein, je me dis, s'ils veulent Oui, pas, parce que peut-être qu'à un moment donné, effectivement, après mais, avoir pris conscience et avoir quelque part obtenu une réparation au travers de la psychanalyse, de l'écriture et du Prado également, à un moment donné, peut-être que 37 ans, et après un long parcours de souffrance, quand même, l'idée c'est de vivre sa vie par soi-même et d'être fidèle à soi et de se dire qu'à un moment donné, il n'y a plus rien à attendre oui, oui, et c'est ça. que en n'attendant plus des autres, quelque part, on peut de fait Alors, vivre moi, sa vie. ce que je pourrais presque, je vais pas dire que je sais pas si c'est la fin de notre rencontre, mais ce que je pourrais dire maintenant, là, à ce point-là où on en est rendu, c'est que
Le décès de François de Foucault m'a fait énormément réagir Mm. intérieurement. Je l'ai absolument pas accepté. Enfin, j'ai senti, je l'ai accueilli vraiment comme une énorme injustice et comme une énorme preuve de l'emprise de l'Église sur la vie de ces hommes et de ces prêtres. Voilà. Donc ça, je l'ai trouvé, ça, vraiment, je ne l'admets pas. Et du coup, j'ai pris un petit peu contact avec les personnes qui aujourd'hui sont en train de constituer un petit noyau pour faire des choses. Voilà. Et du coup, ça m'a fait rencontrer un certain nombre de personnes. Et c'est comme ça que je suis arrivé vers toi, Pascal. Euh, et en même temps, tout ça m'a fait retravailler sur la question du sacré, voilà, et sur mon malaise profond qui jusqu'ici n'était pas encore résolu, malaise profond autour de est-ce que oui ou non je suis prêtre? Voilà, est-ce que cette ordination, elle était valide? Et puis, quelle est la valeur? Quelle valeur a-t-elle? Quelle importance a-t-elle encore pour moi aujourd'hui? Ou non, hein, je ne sais pas. Parce que je me sentais tiraillé entre le fait de dire, bah oui, je suis prêtre, et si je dis que j'y suis plus, eh ben, je vais être un renégat, je vais encore trahir, je vais trahir le Christ, je vais trahir l'Église, je vais être encore un mauvais garçon qui est encore tout faux. Et puis en même temps, je me disais, mais je peux plus, quoi, parce que ça colle plus dans cette sacrée église, quoi. Et c'est vrai que le décès de François de Foucault m'a foutu vraiment un électrochoc et m'a amené à de nouveau réfléchir sur cette question de l'emprise, de l'abus, de l'emprise, des prêtres, de la presse. Et je m'aperçois en fin de compte que tout ce système de l'Église catholique, pas d'aujourd'hui, depuis des siècles, depuis après Jésus-Christ, en fait, s'est constitué en fait sur, sur une, sur- sur- sur une- c'est il faut- s'est constitué sur une base de patriarcat, en fait. Et, et donc, ah, et donc elle est abusive. Et je m'aperçois du caractère abusif de cette église globalement. Moi, je suis rentré dans les yeux fermés parce que j'avais aucun critère pour prendre du recul. Les années que j'ai vécues, tout ça, m'ont beaucoup blessé, bien entendu. Euh, mais au fond de moi, quasiment, c'est comme si j'excusais l'Église, c'est-à-dire ou comme si c'est moi, c'est plutôt comme si c'était moi qui avait dérapé et puis qui Mm. avait une mauvaise histoire, mais l'Église finalement elle y est pour rien. Et puis de nouveau, je remets le chantier sur la table et je me dis Ouais. que non, c'est pas ça, c'est pas de ça dont il s'agit, Non, c'est bien que sûr. Mais quand je t'entends, Gérard, j'ai un peu l'impression que c'est un peu finalement toujours la même chose qui se reproduit, c'est-à-dire qui se joue, c'est-à-dire que c'est un peu le syndrome de Stockholm où finalement la victime se prend pour la personne coupable et oui, finalement finit par excuser effectivement son abuseur, que l'abuseur ce soit un prédateur en particulier ou effectivement que ce soit l'Église qui oui, a, oui, oui, qui a oui, couvert. Et donc, l'emprise, évidemment, elle est, je dirais peut-être, elle dépasse une personne en particulier. oui, 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 oui. Elle est permise quelque part aussi par Elle est l'Église systémique. dite universelle. Elle est systémique, cette Elle emprise, est quoi. systémique, oui, c'est ça. Et, et voilà, c'est des mots qui ont été dits, mais que j'avais bien Mm. entendu, mais non, mais pour moi, le décès de François aura au moins eu cet effet-là de me conscientiser très fort. Ouais, Je viens d'écrire une page que je t'ai transmise d'ailleurs, ouais. une page où je comprends maintenant et je comprends pourquoi je ne veux plus faire partie de ce système. Oui. Maintenant, c'est clair. J'ai été Mais ce qui est important aussi, parce que c'est pas évident, je pense que plus on a été effectivement quelque part sous l'emprise, on le disait en off, plus longtemps on n'a pas vu clair et plus longtemps ça prend aussi oui, oui. justement Et puis, pour se déconditionner et voir au fur et à mesure ce qui a dysfonctionné. Et, puis euh, et on peut de fait en prendre conscience, mais ne pas prendre la parole. Et toi, finalement, tu me le disais en off, pour la première fois, tu décides aussi de prendre la parole. Ça, c'est quand même, je dirais, un mmh, acte courageux et ça signifie quelque chose aussi dans ton propre parcours, de prendre la parole. oui, oui.
Oui, oui, et puis je pense qu'il y a des choses qui ne se décident pas. C'est-à-dire que la prise de conscience, par exemple, du caractère systémique, abusif de l'Église, de l'emprise globale, de par le fait que l'Église s'est arrogé le droit de décider des sacrements, le droit de décider des consciences, le droit de décider enfin, le droit du tout pouvoir sur la gouvernance, etc. Enfin, tout ce système extrêmement bien compliqué. Voilà. Et ben, cette prise de conscience du caractère systémique de tout ce système, moi, j'ai pas décidé en fait. C'est-à-dire que c'est pas une décision mentale et intellectuelle. Et c'est là où je crois que vraiment j'ai été guidé et que c'est vraiment très très fort chez moi, c'est que c'est par la mort de François que cette conviction-là, elle vient d'entrer dans ma vie. Voilà, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Et c'est pas une décision que j'ai prise un soir comme ça dans mon fauteuil ou devant mon écran, Non, hein. non. C'est pas comme ça. C'est que ce que je ressentais profondément en moi comme étant un dysfonctionnement dans mon parcours, et je n'arrivais pas à nommer où était le problème. Je ne voyais pas où était le problème. Je me disais, mais oui, mais je suis prêtre quand même. Et non, ben non, oui, mais ça va pas. Machin. J'ai compris qu'en fait, quand on dit je suis prêtre, non, je suis, c'est une chose. Et j'ai été ordonné prêtre pour une fonction. C'est une autre chose. Ouais. Et dire je suis prêtre, c'est un abus de pouvoir, un abus de langage qui est répandu, hein, puisque ça fait partie du langage commun. Mais là aussi, on est induit dans une erreur, dans une tromperie. Je ne suis pas prêtre, je suis ma propre personne. J'ai été ordonné prêtre pour une église particulière, dans un fonctionnement particulier. Ça, je le reconnais parfaitement. Ça m'a beaucoup déterminé. Ça aussi, je le comprends. Euh, mais euh, aujourd'hui, je dissocie les deux. Je suis Gérard Olivier. J'ai été ordonné prêtre. Et dans mon aujourd'hui, je ne suis plus prêtre. Je ne suis pas prêtre. Je suis, voilà, un être humain, comme tous les autres êtres humains. Voilà. J'ai exercé pendant un temps cette fonction-là, que aujourd'hui je récuse parce que je comprends que j'étais dans un système abusif et je ne veux plus être dans ce système abusif. Donc, Ouais. je, Mais je, c'est ce que tu disais en fait, Gérard, c'est que quelque part, à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a un profond mal-être, que ce qu'on te demande d'endosser comme fonction ne correspond pas à ton être profond. Et donc, à un voilà, moment donné, voilà. tu te dis, moi, je dois sauver ma peau, sinon, effectivement, Et on finit si, par se et, suicider, quoi. Et je comprends que si j'ai dit oui pour être prêtre, c'est parce que j'avais besoin de cette identité, de m'identifier à cette image que l'on m'a offert. Bah, le prêtre, un autre Christ, hein, c'était ce qu'on nous disait. Hein. Le prêtre, voilà, devenait des autres Christ. Et donc moi, je me suis identifié à cette formule et à cet idéal, on va dire. Et je me suis dit, voilà, bah, pour être un bon chrétien, je vais être prêtre et je vais être encore plus près de Jésus-Christ parce que je suis prêtre. Hmm. Mais quelle connerie! Oui. Quel Mais abus! Mais peut-être que de fait, on en revient à l'enfance, c'est-à-dire que tu as une enfance, je, entre guillemets, sacrifiée, et quelque part, tu te dis, je vais me sacrifier pour une cause beaucoup plus noble, et oui, ça oui, va quelque oui, part oui, 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 me donner une nouvelle oui. vie. Je le confesse là, enfin je le confesse, je le dis ouvertement là comme ça, parce que j'ai rien à, j'ai pas à le cacher. Au contraire, pour moi maintenant c'est très libérant de pouvoir me le dire à moi et puis de pouvoir l'exprimer. Je n'ai pas de honte à dire, je me suis fourvoyé dans ce système, non pas de mon plein gré. C'est pas de mon plein gré, mais je me suis fourvoyé dans ce système parce que on m'a toujours dit que c'était le bon système. En gros, qu'elle n'avait pas d'autre. Je sais qu'aujourd'hui, il y a d'autres systèmes, Oui, mais pour moi, l'Église catholique, elle était insoupçonnable. oui, bien Dans sûr. mon enfance, dans ma jeunesse, insoupçonnable. Je ne pourrais pas imaginer que j'allais un jour vivre tout ce que je viens de vous décrire. Et donc, je suis rentré dedans les yeux fermés parce que j'étais persuadé que j'étais dans la bonne maison et que j'étais au bon endroit et que ce que j'allais vivre allait combler ma vie et allait me rendre heureux et allait servir à la cause de l'humanité, quoi, voilà. Et puis Oui. à la cause de Dieu aussi. Et puis voilà. Et c'est seulement maintenant, d'une part, par la relecture de mon propre parcours.
les relectures successives, parce que j'ai fait quand même plusieurs relectures pour en arriver à pouvoir m'exprimer devant cet écran. Et puis, la dénonciation de la SIAZ, et puis de nouveau maintenant le suicide de François, qui remet en cause, enfin qui remet dans le devant de la scène euh, euh, les abus dans l'Église, les abus de pouvoir, là, ce coup-ci, non plus sexuels, mais c'est très proche l'un de l'autre, les abus de pouvoir qui conduisent à des personnes à se suicider, hein, y compris des prêtres. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui aujourd'hui me font dire ce que je viens de vous dire tout à l'heure, c'est-à-dire je suis, voilà, j'ai été ordonné prêtre, mais je ne me reconnais, je ne peux plus dire je suis prêtre. Voilà, Ouais, je n'ai pas honte de ce parcours. Je garde la foi. J'essaye d'être défenseur de Dieu enfin défenseur, enfin euh, euh, ambassadeur, on va dire, de Dieu tel que je l'imagine et de Jésus-Christ tel que je l'ai reçu d'être un ambassadeur autour de moi, de porter cette bonne nouvelle avec d'autres. Mais euh, vraiment, maintenant, j'ai vraiment conscientisé que cette boutique, elle est dangereuse. ouais. Mais tu sais, en fait, Gérard, quand je t'entends parler, finalement, je me rends compte que ton histoire n'est pas très éloignée de l'histoire d'autres anciens prêtres. Et je Oui, pense oui, notamment à Marc Fassé, que j'ai eu oui. Oui. l'occasion d'interviewer récemment sur ma chaîne, qui disait aussi quelque part que malheureusement, pour lui, le prêtre était mis sur un piédestal parce qu'effectivement, il était vu comme quelqu'un de sacré et donc il est mis à part Oui. des laïcs. Et en étant à part, finalement, il n'est plus en lien. C'est tout le paradoxe, c'est qu'il est censé Mhm. être incarné, représenter le Christ, et qu'en réalité, il est tellement mis sur un piédestal que finalement, il ne peut plus simplement être homme. Oui, oui. Il est désexué puisque Ah oui, c'est tout le paradoxe en fait. ouais, c'est tout le paradoxe, c'est ça. Je ne sais pas, Gérard, si éventuellement, pour en terminer, tu accepterais que je lise l'un ou l'autre passage de cette fameuse lettre du 24 juin 2022, qui est quand même pour toi une concrétisation, je dirais, la plus récente de la reconnaissance justement de l'abus que tu as subi. Oui, oui, je veux bien, oui. Et donc, pour rappel, c'est effectivement, on l'a dit, écrit par l'association des prêtres du Prado et en particulier par Armando Pasquale Lotto au préfet de la congrégation pour le clergé. Donc, c'est un courrier écrit depuis Lyon du 24 juin 2022, qui dit notamment ceci: c'est une douloureuse affaire que je viens porter devant vous. Il s'agit de vous présenter les motifs profonds et très graves pour lesquels le prêtre Gérard Olivier a fait une demande de dispense des obligations sacerdotales. Votre congrégation lui a notifié sa décision le 7 août 2007. Or, les raisons profondes pour lesquelles il a formulé cette demande sont qu'il est une victime d'un cas d'abus sexuel en tant que personne vulnérable de la part d'un supérieur de séminaire. Vous pouvez lire ci-après les points majeurs de son itinéraire. C'est ce que tu disais effectivement. Mhm. Comme institut séculier, et c'est important évidemment, l'association des prêtres du Prado avait un séminaire qui est situé à Lyon, fermé depuis 2018. Gérard Olivier a été formé au séminaire de notre institut pour le diocèse de Nancy de 79 à 84, puis ordonné prêtre pour le diocèse de Nancy en 1984. Il a également prononcé son engagement définitif dans notre institut en 86. En 98, il prend conscience que sa relation avec le supérieur du séminaire de l'époque, Jean Rochelle, décédé en 2012, était une relation d'emprise, de viol physique et moral. À partir de cette prise de conscience, il décrit une fracture et un effondrement qui s'est opéré en lui. Au printemps de la même année, il s'en ouvre à son évêque. Celui-ci lui demande d'écrire un mémoire des faits qu'il reprochait à Jean Rochelle. Ce qu'il a fait. L'évêque de Nancy l'a transmis à l'évêque de diocèse auquel Jean Rochelle appartenait et au supérieur du Prado, général du Mhm. moment, le père Antonio Bravo. Et alors, ce qui paraît quand même effectivement le point essentiel dans ce courrier, c'est qu'il y a une reconnaissance du fait que tu as de fait vécu un enfer tel que tu le décris depuis de nombreuses années, que la science t'a redonné effectivement ta dignité d'homme et que le Prado reconnaît sa responsabilité institutionnelle, dis-tu enfin. Et alors, point majeur, je dirais, dans toutes les circonstances, dit cette lettre, et pour que la réparation soit à la hauteur d'un tel dommage, je me permets, dit Armando Pasqualato, je me permets de solliciter une réponse de votre part qui lui soit adressée personnellement
pour que l'Église, devant un tel drame, manifeste qu'elle n'entend pas laisser ses enfants dans la souffrance d'un silence blessant. Nous nous sommes engagés également à ce que notre institut ne demeure pas dans le silence devant des abus d'autorité, de conscience ou sexuels. Nous avons établi une commission d'écoute pour la reconnaissance et la réparation d'abus dont des prêtres ayant reçu une mission au sein de notre institut se seraient rendus coupables. Le travail a commencé en mars 2022. Nous souhaitons poursuivre le travail de réparation au cas par cas, soutenu effectivement par une commission mise en place par la conférence des religieux et religieuses en France, à savoir de fait le COREF. Et donc j'espère évidemment, Gérard, de tout cœur que tu auras de fait une réponse donc, du cardinal préfet de la congrégation pour le clergé. Et donc je te Oui, remercie pour cet échange et pour cette parole, j'ai envie de dire libérée. oui, oui, effectivement, parole libérée et homme libéré. Et, oui, oui, c'est ma première prise de parole publique, j'allais dire. Ça m'émeut beaucoup et en même temps ça me réjouit parce que voilà, et j'ai rien à cacher et que j'espère que mon témoignage pourra en aider d'autres, quoi, hein, pourra peut-être permettre à des personnes qui vont l'entendre de se dire, eh ben moi aussi il faut que je parle et puis voilà, quoi. C'est une grande chaîne de solidarité finalement et j'ai Eh conscience que oui, qu'en parlant, bah, je rentre dans cette chaîne de solidarité et merci qu'il y ait des hommes comme toi qui prennent le temps de le faire, de nous permettre de faire cette prise de parole, quoi, hein. J'en suis très reconnaissant aussi. merci Gérard. À Voilà. ta suite, en fait, c'est aussi ce que j'espère, Ouais. que d'anciens prêtres ou de prêtres en fonction, effectivement, osent prendre la parole, non pas entre guillemets pour dénoncer en tant que telle l'institution, mais simplement pour rétablir une vérité, puisque il y a qu'une parole d'évangile que j'ai retenue, c'est que la vérité est censée nous libérer. Alors si vraiment elle Mmh. nous libère, qu'elle puisse effectivement se dire, Mmh. en ce compris par des membres du clergé, c'est important. Mmh, mmh. Ouais, c'est Merci à sûr. toi. À Merci, bientôt. merci Pascal, à Au bientôt. Au revoir. revoir, au revoir.